Ça y est, c'est fait, vous êtes enfin nommé directeur ou directrice de la communication. Et la patatras, vous avez 100 jours pour faire vos preuves et vous vous mettez une pression d'enfer et vous ne savez pas comment transformer l'essai. Alors justement, Marc Thébault, l'homme de Marc Thébault Conseil, va vous expliquer comment réussir ces 100 jours de prise de poste de responsable ou de directeur de la communication. Quand je parle de responsable, je ne parle pas nécessairement d'une position hiérarchique, mais tout simplement de quelqu'un qui manage une équipe, un service ou une direction de la com. Et justement, le simple vocable de service ou de direction de la communication a un énorme impact. Alors je dois être tout à fait sincère avec vous, le livre qu'a écrit Marc avec Fabrice Angmont et Joël Clérambault s'appelle « Je prends mon poste de responsable communication publique », mais je vous rassure, il s'applique exactement de la même manière si vous travaillez dans le privé. Cet épisode contient plusieurs parties et justement celle-ci va parler de vos missions, des réunions stratégiques, évidemment de votre cas. Vous a-t-on vendu un superbe poste qui au final s'avère moins excitant ? Vous allez évidemment rencontrer votre équipe, vous allez faire l'état des lieux, le calendrier opérationnel, le budget et bien évidemment le tour des prestataires avec lesquels vous travaillez. Bref, je crois que nous pouvons tous remercier Marc Thébault, l'homme de Marc Thébault Conseil, car cette première partie va vous permettre non seulement de réussir votre période d'essai, mais en plus de dédramatiser. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez 5 étoiles sur Apple et Spotify, et rassurez-vous, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très bonne écoute en compagnie de Marc, qui reviendra très vite pour une seconde partie de cet épisode sur les 100 jours pour réussir votre prise de fonction de directeur de la communication. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Marc. Salut Laurent. Comment ça va ? Ben écoute, très bien, très bien. Heureux de te retrouver. Alors je ne sais pas combien de fois tu es passé dans le décodeur de la communication et ce n'est pas prêt de s'arrêter, mais aujourd'hui on va parler d'un bouquin que tu as coécrit qui s'appelle « Je prends mon poste de responsable communication publique ». Il est coécrit avec Joël Clérambault et Fabrice Angmont. Et avec ces messieurs, vous avez écrit donc ce bouquin pour prendre une place de responsable communication. Alors moi, je l'avais vu un petit peu en tant que middle manager, mais non, c'est presque en tant que directeur de la communication. On est bien d'accord, Marc ? Oui, c'est pas presque, c'est exactement comme directeur de la communication. Je pense que cette collection est assez homogène et envisage différents postes concernant la communication. Le titre de directeur ou directrice de la communication n'est pas véritablement universel parce que dans des petites collectivités, ce titre ne va pas forcément apparaître. Donc le fait de parler de responsable de la communication publique couvre à peu près toutes les situations, mais on entend bien qu'il s'agit de la personne qui va avoir en charge le service ou la direction de la communication. On est bien d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui va diriger, qui va manager, qui a la responsabilité, comme tu l'as dit, pas nécessairement le titre, en fonction de la taille de la collectivité. Donc, il faut bien que nos auditrices et l'auditeurs le comprennent bien, afin qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Alors, justement, quand on prend cette place de responsable ou de DIRCOM, allez, on va appeler ça DIRCOM, il y a plusieurs étapes et tu les décris en 4 prises de contact. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, nous donner les 4 prises de contact et puis on va évidemment d'emblée rentrer dans la prise de contact avec la direction de la communication. Tant que faire se peut, ce serait pas idiot. Donc l'idée est d'accompagner en gros les 3 premiers mois de la prise de fonction, on va dire les 100 premiers jours. Donc évidemment, ça ne sera pas complet, mais en tous les cas, ça sera pas complet sur la durée de la mission, mais ça sera, on l'espère, complet sur ces 3 premiers mois, histoire de ne rater aucune étape. Donc l'idée, évidemment, c'est d'aller voir un certain nombre de personnes qui sont des interlocuteurs évidemment incontournables pour la mission. Il y a d'abord en premier ce que tu évoquais, la prise de contact avec la direction de la communication, sous-entendu avec l'équipe déjà en place, celle qu'on va trouver quand on va prendre son poste. Il y a la prise de contact avec les élus,
puis la prise de contact avec l'administration. Et ça, surtout pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément le milieu public, c'est vraiment une spécificité du secteur public, c'est qu'il y a une administration qui, bien sûr, gère la collectivité, ville, département, région, interco, etc. Mais cette administration applique un programme politique qui est le fruit des élections municipales, départementales, régionales, etc. Et ce projet politique est bien sûr entre les mains des élus. Donc un directeur de communication a forcément à s'alimenter auprès des élus de leur vision, de leur projet d'un point de vue objectif politique. Et puis, il a besoin d'être en contact, j'allais dire au quotidien avec l'administration, puisque la mise en œuvre de ce projet politique, elle est entre les mains de l'administration. Et puis le quatrième pôle de prise de contact, c'est ce que j'ai appelé globalement l'environnement. En gros, il y a quelque chose autour du réseau humain que le communicant doit créer, aussi bien au sein de sa collectivité que dans tout le territoire, et comment il peut être en lien avec le territoire en ayant justement ce réseau, soit qu'il va créer, soit parce qu'il va repérer des réseaux existants déjà, club de communication, club de la presse, etc., etc. Il y a évidemment la prise de contact avec la presse locale, et notamment lorsqu'on travaille en province, c'est un interlocuteur absolument privilégié. Et puis il y a un aspect un peu plus global, ce que j'ai appelé le territoire. En gros, comment s'imprégner de ce qu'est le territoire, histoire de mener une communication qui ne soit pas totalement hors sol. Voilà les 4 pôles. Exactement, histoire de comprendre où on est, ce qui me paraît quand même être le strict minimum. Alors, on va commencer justement par la prise de contact avec la direction de la communication. Et d'emblée, c'est super intéressant ce que tu dis. Tu dis, faites bien attention de savoir si c'est une direction ou un service communication, parce que finalement, ça change tout. Explique-nous tout ça, s'il te plaît, Marc, parce que le positionnement, au final, est super important. Oui, alors je vais essayer de pas lasser nos auditeurs parce qu'on est un peu dans la cuisine administrative, mais le titre en gros correspond aussi au positionnement dans l'organigramme. En gros, si on est à la tête d'une direction de la communication, ça veut dire qu'on est très haut placé dans l'organigramme et qu'on est certainement, alors dans le privé on parlerait de comité exécutif, là on va parler de comité de direction, et donc on est normalement en lien et participant à toutes les réunions les plus importantes de la collectivité. Donc on est très en amont de l'information. Si on est simplement un responsable, et si ce n'est pas une direction, si c'est seulement un service, il y a un risque d'être placé un peu plus bas dans l'organigramme et donc d'être quelque part certainement plus en position d'exécution qu'en position de proposition. Alors, ce que je dis est évidemment un résumé, c'est un peu simpliste, mais c'est effectivement, ça conditionne effectivement le champ d'action et le champ d'autonomie du responsable com. Alors, on est bien d'accord que ça peut aussi jouer sur sa crédibilité tout au long de sa carrière, en tout cas dans cette collectivité-là, parce que si en effet c'est un exécutant simple et basique, eh ben, il n'aura pas nécessairement beaucoup son mot à dire, si ce n'est sur le bleu, le rouge, le vert, ce qui n'a que très peu d'intérêt. À l'inverse, si c'est quelqu'un qui est, entre guillemets, je vais prendre un mot du privé que je connais mieux, au COMEX et au comité de direction, là, il est dans les arcanes, alors pas nécessairement du pouvoir, mais en tout cas de ce qu'il se passe. On est bien d'accord, Marc, c'est bien ça ? Absolument. Ok, alors maintenant, la mission de la direction de la communication. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que j'étais assez surpris de lire ça dans la partie que tu as écrite dans le bouquin. Dis-nous-en un tout petit peu plus, s'il te plaît. En gros, l'idée est quand même de vérifier, et quasiment d'emblée, ce qu'on attend réellement de nous. C'est ce que je dis dans le livre. Il y a évidemment eu des recrutements, il y a effectivement dans les recrutements, dans les entretiens, il y a eu le dessin d'un certain nombre de missions, d'un périmètre d'action, mais entre ce qui a été dit pour attirer un candidat et la réalité, il peut y avoir parfois quelques écarts. Donc ça vaut le coup assez vite de vérifier quelles sont les réelles missions qui sont attendues de la part du responsable com, et donc de l'équipe qu'il doit animer de la direction de la com, histoire qu'il n'y ait pas de quiproquo entre ce que le nouveau DIRCOM pense qu'on attend de lui et ce que réellement ses responsables hiérarchiques attendent. Est-ce qu'il t'est arrivé dans ta carrière, justement, d'avoir de mauvaises surprises ? Pas toi personnellement, mais en tout cas des gens que tu connais, où on leur vend finalement sur le papier une magnifique mission, un magnifique poste, et puis la réalité est plutôt exécutante ou pas très intéressante. Dans ces cas-là, comment ces personnes ont réagi ? Parce que ça doit être la déception totale, hein ?
C'est certainement très déceptif, ça je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Évidemment. Comment réagir? Enfin, tout ça est un peu complexe. Je pense qu'il y a une question. Enfin, moi, je crois beaucoup à l'esprit artisan du DIRCOM. Donc, je m'explique. Je pense que c'est par le travail qu'on va devenir incontournable et qu'en faisant bien son travail, on va finir par prouver qu'on son avis peut compter, que ses idées peuvent être bonnes, qu'elles peuvent être pertinentes et que certainement qu'on a tout à gagner et que tout le monde a tout à gagner à écouter le directeur de la com. Nous sommes bien d'accord, on le rappelle comme le dit Fred Fougerat, la communication est un vrai métier. Merci. Absolument. Ou de vrais métiers. Mais tu vois, ça me fait juste une anecdote personnelle. Il y a prescription maintenant, mais lors d'un entretien de recrutement, il y avait le maire, sa directrice de cabinet, puis il y avait le représentant de la boîte de recrutement qui gérait ce recrutement. Donc l'entretien se passe très bien, etc. Et puis à un moment, le maire demande à sa DIRCAB et au cabinet de recrutement de sortir de la pièce. Donc je me retrouve en tête-à-tête avec lui. On avait eu une discussion très, j'allais dire classique d'un recrutement, la collectivité, les attentes, les enjeux, les dangers, ce qu'on attend de moi, etc., etc. Et ce qui est assez rigolo, c'est que à un moment donné, donc quand je me retrouve face à face avec le maire me dit bon. Tout ce qu'on vient de se dire, Monsieur Thébault, tout ça est passionnant, mais en réalité, votre boulot, c'est de me faire réélire. On est bien d'accord. Voilà. Et je trouve que c'est exactement le type d'éclaircissement qu'il faut vraiment creuser pour voir si quel est l'enjeu réel attendu de la part du communicant. Mais justement, quand tu as un maire qui te dit ce genre de choses-là, ou du moins un élu qui te dit ce genre de choses-là, comment tu le prends, toi ? Parce que au final, c'est pas idiot ce qu'il dit. Le gars pense à lui, bon, il est comme beaucoup de politiques, il a envie, dès le premier jour où il a été élu, d'être réélu. Comment un DIRCOM doit réagir? Alors évidemment, tout ça est très personnel, mais c'est pas un peu, au final, jouer un peu la voix de son maître? Alors, c'est pas forcément jouer la voix de son maître, mais je pense qu'on a déjà eu l'occasion dans d'autres podcasts d'évoquer ça. Mais il y a vraiment, là encore, je vais être un peu caricatural, mais il y a deux grandes écoles chez les communicants. Il y a les communicants très service public qui peuvent avoir et qui ont souvent un statut de fonctionnaire et qui donc sont exactement comme le collègue de l'état civil, de l'urbanisme, des espaces verts ou des sports ou de la culture. Ils sont là aux ordres des élus et voilà, leur souci n'est pas la carrière des élus, mais de faire en sorte que par rapport au projet, on rentre dans les clous. Et puis il y a une école plus, j'allais dire, de proximité avec les élus où on a bien conscience que ce qu'on va faire est aussi au service de l'équipe en place et indirectement ou directement au service de sa réélection si les actions sont bonnes et si le bilan est positif. Et c'est peut-être là encore je suis un peu simpliste, mais c'est peut-être là qu'on va retrouver plutôt des contractuels, des gens peut-être plutôt rattachés au cabinet des élus, alors que l'autre va plutôt être rattaché certainement à l'administration, à la direction générale des services. Je pense que chez les communicants, depuis des années, depuis des décennies, et même encore maintenant, cohabitent ces deux visions de la mission d'un communicant public. Alors justement, tu étais presque en train d'empiéter sur la partie avec la prise de contact avec les élus, mais justement, c'est ça qui est très intéressant. Alors on va passer sur les réunions stratégiques et puis le cas justement du DIRCOM. Parce que les réunions stratégiques, tu l'as un petit peu évolué. Si tu es dans un service communication, ça risque d'être un peu coton. Inversement, si tu es dans une direction de la communication, que tu es vraiment un DIRCOM au sein d'une direction, là, tu vas y assister. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Ok, d'accord. Donc là, ça a le mérite d'être clair. Alors, quand tu évoques le cas, votre cas, il y a un moment dans cette première partie, votre cas, qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire que tu essaies justement de clarifier les choses, de ne pas avoir de mauvaises surprises avec, par exemple, vous êtes là pour me faire élire, blablabla, blablabla, ou on m'a vendu un poste qui n'est pas nécessairement celui auquel je m'attends depuis que je suis arrivé. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que ça me paraît quand même très important de clarifier les choses. Oui, c'est là qu'on va creuser justement les missions qui sont attendues. Et puis peut-être même que la première question, et c'est lié évidemment au rattachement, c'est qui est mon responsable hiérarchique? Qui va m'évaluer? Qui, pour reprendre le jargon administratif, qui est mon N+1? Et ça conditionne vraiment tout le reste. En gros, il y a deux cas de figure. Soit mon N+1 est le cabinet des élus, il est évident que je vais avoir une mission qui va dépasser le simple cadre d'un service public d'information.
et qui va aussi être une mission liée à, j'allais dire, la promotion des élus. Alors pas la promotion gratuite et langue de bois, mais la promotion du fait que ce sont bien les élus qui sont à l'origine des actions qui sont ensuite mises en œuvre dans l'administration. Mais si mon N+1 est l'administration, je vais évidemment être très en lien avec le quotidien de ce que fait l'administration. Mais au bout du compte, moi je suis assez partisan d'une espèce de synthèse, ce que j'appelle à un moment vive le ménage à trois. C'est que dans les faits, un communicant public a besoin des deux sources. Il a besoin, quel que soit son responsable hiérarchique, il a besoin de s'alimenter auprès des élus de la vision politique, des projets, et en gros, c'est ça qui va pouvoir lui permettre de redonner le sens de l'action publique. Ce qui est certainement un sujet d'actualité où on pense que les élus n'ont plus de pouvoir, que c'est l'économie qui dirige tout, que en plus, dans des petites collectivités, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, quelle que soit la couleur politique. En réalité, je pense que non. Il y a une intention politique derrière tout ça, et c'est vraiment aux communicants de s'en imprégner. Mais dans le même temps, il a besoin d'être très proche de ce que fait l'administration au quotidien. Et en gros, un communicant public, il a absolument besoin de savoir que ce matin, la piscine est fermée parce qu'il y a un problème technique, comme il a besoin de savoir quelle est la politique générale menée en matière de sport. Et c'est un peu ce grand écart général entre le très opérationnel et le très théorique qui, à mon sens, fait aussi tout l'intérêt de diriger un service de com public, c'est qu'on est sans arrêt en train de manier des grands concepts et des grandes idées, et en même temps d'être dans le quotidien le plus concret pour tous les habitants. C'est ce qui fait en effet l'intérêt du job, selon moi et selon toi. Alors maintenant, on va passer à l'équipe. Et évidemment, quand on dit directeur ou directrice de la communication, forcément, il y a une équipe plus ou moins réduite, plus ou moins resserrée. Et là, il faut aller les voir parce qu'on ne va pas s'imposer comme ça. Il faut essayer de rencontrer les gens, il faut leur parler, se présenter. Je te laisse nous expliquer la chose. Parce que je pense qu'il y en a certains qui vont un petit peu se prendre peut-être pas les pieds dans le tapis, mais on n'arrive pas comme ça en disant c'est moi que v'là. Non, il faut savoir se faire adopter. Oui, alors de temps en temps, c'est assez amusant Enfin, c'est assez amusant. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien de pas sombrer dans le syndrome du cordonnier, hein, le plus mal chaussé. Un bon communicant, il doit être bon communicant aussi avec son équipe. Et il est assez notoire que parfois les responsables de communication ne sont pas toujours les meilleurs managers. Il y a parfois quelque chose de l'ordre de on est plus dans un esprit commando militaire où on met un peu de côté ses problèmes perso parce que on est au service d'une grande cause. Moi, je suis assez opposé à cette vision. Je pense que les communicants ont des efforts de management à faire et que oui, surtout quand on arrive, l'équipe qui est en place, elle est évidemment multiple. Il va y avoir des gens qui vont être ravis d'avoir une nouvelle tête et qui vont être prêts à changer, qui ont envie de changer d'ailleurs et qui vont être force de proposition. Il y a évidemment des gens qui vont être beaucoup plus résistants, hein, c'était mieux avant, mais on a toujours fait comme ça, etc. Donc des gens qui vont être plutôt un peu des boulets ou des freins. Et puis il y a ceux qui vont rien dire, qui attendent, qui sont un peu passifs. Donc je pense que la moindre des choses, avec la difficulté, et ça c'est aussi quelque chose que je répète assez régulièrement dans ma partie, c'est la question de l'agenda personnel de la personne, parce que il y a beaucoup de rendez-vous individuels à prendre en compte. Donc tout ça va prendre beaucoup de temps et va aussi devoir s'équilibrer avec le fait que un communicant, quand il arrive, il a peut-être aussi déjà des obligations de production, parce qu'il y a des coûts qui sont partis, il y a des coûts qui sont lancés, et il faut se mettre à produire. Alors, si j'en reviens à l'équipe, je crois que la moindre des choses au départ, c'est un rendez-vous individuel avec tout le monde, et je dis bien tout le monde. Et si c'est une équipe de 5, mais si c'est aussi une équipe de 50, je pense qu'il faut voir tout le monde et il faut les écouter dans un premier temps. Avant d'avoir quelque chose à proposer, moi je me méfie des solutions toutes faites ou il me semble que je viens de vous voir un quart d'heure et en un quart d'heure j'ai tout compris. Je pense que ça c'est pas possible. Donc il faut prendre le temps de ces rendez-vous individuels parce que c'est ça qui va permettre à la fois de sonder les individus, mais aussi de sonder l'ambiance générale qui existe dans l'équipe. Évidemment, tout ça se complique si l'ancien responsable est parti contre sa volonté.
s'il y a eu un petit clash, si la personne a été écartée un peu sèchement, il y a de fortes chances que dans l'équipe ça se ressente aussi et qu'il y ait des gens qui soient les défenseurs de l'ancien responsable, d'autres qui vont être plutôt ravis que l'ancien responsable soit parti. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer de démêler. Comment est-ce que tu as géré ça dans tes différents postes? Parce que évidemment, une structure n'est pas la même, elle varie de l'une à l'autre. Comment tu as géré toutes ces choses-là? J'ai bien compris que tu avais rencontré tout le monde, ce qui me paraît être une mesure de bon sens, et pas 10 minutes à la cafette ou entre deux ascenseurs qu'on attend. Comment tu as géré ça, toi? Donne-nous un petit exemple perso, s'il te plaît, Marc. Oui, alors moi j'ai eu je sais pas si c'est la chance, mais en tous les cas j'ai plutôt été dans la création de direction. Donc j'ai pas eu exactement à me confronter à un ou une ancienne responsable ou placardisée ou virée ou partie. En tous les cas, si je prends l'exemple de Saint-Étienne où j'ai dû créer la direction de la com dans le sens où il existait avant une simple direction de la com externe, mais à côté et avec un rattachement différent, un service de communication interne. Et puis il y avait aussi, là encore, rattaché à d'autres personnes, en gros, tout ce qui était imprimerie municipale, centre de reprographie. Et donc, l'idée, c'était de regrouper tout ça. Il se trouve que la personne qui était en charge de la com externe avait décidé de partir. Et c'est à l'occasion de son départ que l'administration et les élus ont pris la décision de créer une vraie direction de la com. Et donc, on a cohabité pendant un bon mois, histoire de faire ce qu'on appelle le tuilage entre l'ancien et le nouveau. Moi, là encore, c'est un conseil que je donne. Je crois qu'il faut écouter là encore le passé, ce qui ne veut pas dire être tout à fait d'accord, éviter les jugements de valeur. La personne qui était là avant nous, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a fait un certain nombre de choses. Il y a des choses peut-être discutables, il y a des choses qui sont sans doute très bien. L'idée, c'est d'absorber ça, de s'en imprégner et d'éviter des jugements à l'emporte-pièce ou des jugements rapides. On va passer peut-être justement au management, parce qu'à un moment tu parles des règles de management. Je trouve ça assez intéressant, parce que j'ai un peu l'impression que dans beaucoup de structures, qu'elles soient publiques ou privées, et là je mets tout le monde dans le même sac, il y a parfois des difficultés à manager une équipe quand on est DIRCOM. Ça me paraît toujours très surprenant, surtout qu'on fait le métier où on fait passer de l'information. Donc le management, c'est aussi de l'information, au-delà des attitudes. Quel conseil tu donnes? Parce que ça fait finalement très très peur à beaucoup de gens, le management, alors que c'est finalement le b.a.-ba quand on dirige. Oui, et c'est très très chronophage. Quand on a une équipe de 10, 15, 20, 30, 50 personnes, oui, on va certainement passer un tiers de son temps à faire du management au quotidien, ça c'est clair. Moi je crois, et c'est certainement ce qui manque peut-être parfois dans des formations universitaires ou autres de responsables de com, c'est cet aspect-là. Quand on est à la tête d'une équipe, alors ce que je vais dire, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, alors on est bien d'accord, mais si on est à la tête d'une équipe, cette équipe, ce sont nos ressources. Et cette équipe, on doit l'animer, on doit forger un esprit d'équipe, on doit créer une émulation permanente. Et donc évidemment que je vais passer beaucoup de temps à les écouter, à faire en sorte aussi de les former, de les faire discuter entre eux, qu'ils se sentent concernés par les actions menées, qu'ils soient force de proposition. Voilà. Et puis il y a évidemment à gérer tous les aspects personnels. Parfois il y a des difficultés, il y a des maladies, il y a des problèmes familiaux. Voilà, mais tout ça fait partie de la fonction d'un responsable de communication. Ça, c'est évident. Un responsable de com, il n'est pas là uniquement pour faire des coups d'éclat en communication, de publier un magazine ou de faire de beaux communiqués de presse. Il est là aussi pour animer tous ces gens, ces femmes et ces hommes qui sont, cheville ouvrière, c'est un peu réducteur, mais qui sont là même de son équipe. Un bon DIRCOM ou un responsable com, pour moi, c'est un bon manager aussi. Tu en es d'accord ou pas? Alors, j'imagine que oui, mais... Aussi et surtout même, oui. On est bien d'accord. Donc, que nos auditrices et auditeurs comprennent bien. Si vous allez prendre, on va dire des fonctions de responsable ou de DIRCOM, parce que c'est un petit peu la même chose aujourd'hui, en tout cas, pas nécessairement dans le privé, mais on va dire aujourd'hui que nous parlons de DIRCOM, des gens qui ont des vraies responsabilités, du management, des projets, des budgets, etc. N'oubliez jamais que être manager, c'est absolument fondamental. Donc non, ce n'est pas uniquement appuyer sur je ne sais quel bouton d'un ordinateur que faire de la communication, sinon ce serait un petit peu trop facile et n'importe qui le ferait. Mais il y a aussi des âmes à manager. Donc un bon manager, c'est aussi un bon DIRCOM, mais un bon DIRCOM, c'est avant tout
un bon manager. On va passer rapidement sur la boîte à outils qui est l'état des lieux, les projets en cours, bien évidemment le budget. Alors ça, évidemment, ça me paraît, c'est la partie qu'on appellerait en école de commerce audit. On essaie de savoir où on met les pieds, on est bien d'accord, Marc? Évidemment, oui. La boîte à outils, en gros, c'est quels sont les supports de communication qui existent aujourd'hui et qui sont aujourd'hui mis en œuvre par la direction de la com, sachant qu'il y en a peut-être certains qui sont validés, qui continuent, mais il y a peut-être aussi des projets en cours. Peut-être que quand je vais arriver, il y a peut-être même un marché qui a été lancé parce que on a pris la décision, je dis n'importe quoi, de lancer un guide pratique, de pourquoi pas refaire le site internet. Voilà, donc c'est important de faire l'état des lieux de l'existant, mais aussi des projets en cours, histoire de voir si le coup parti, est-ce que je laisse partir ou est-ce qu'il a encore temps de tout arrêter, peut-être pas pour annuler totalement la commande, mais peut-être pour la remettre à notre main et modifier légèrement les consultations lancées, histoire d'être plus à l'aise avec la commande. Et puis le budget, c'est la même chose. Alors tout dépend de la période de l'année dans laquelle on arrive. Si on arrive en début d'année, alors le budget est voté, mais en tous les cas, il est là et on va passer l'année avec. Si on arrive en fin d'année, non seulement il n'y a plus beaucoup de budget à notre disposition, mais surtout la fin d'année dans une collectivité, c'est le moment où on prépare le budget de l'année d'après. En gros, on commence à préparer un budget au mois de septembre pour l'année N+1. Donc c'est important de voir en gros qu'est-ce qui est déjà parti et c'est fini, je ne peux plus dépenser cet argent, ça a déjà été fait. Qu'est-ce qui est dans les tuyaux et est-ce que je suis contraint d'aller au bout du tuyau ou est-ce que je peux arrêter? Et puis, est-ce qu'il y a encore une part du budget disponible qui n'est pas engagée, qui n'est pas encore fléchée et que je peux faire quelque chose avec? Tu es bien d'accord, Marc, que malheureusement, il y a beaucoup de DIRCOM qui se plaignent dans le public d'avoir un vrai coup de rabotage ou de rabot sur le budget. Oui, écoute, là je vais vraiment faire le vieux con. J'ai bossé pendant 30 ans dans la collectivité. Pendant 30 ans, j'ai entendu que c'était la crise et qu'il fallait réduire les budgets. Oui, évidemment, ça s'améliore pas. Évidemment, il y a des dépenses qui explosent du côté des collectivités, que ce soit en énergie, en personnel ou autre. Voilà, donc oui, les budgets communication sont souvent placés sous le signe de l'économie, il reste des marges quand même. Voilà, il reste des marges. Et puis, ça permet aussi d'être un peu plus créatif et de voir comment je peux optimiser le peu de moyens. Voilà. Donc voilà, je suis pas un adepte. Enfin voilà, je défends pas le côté c'était mieux avant, il y avait plus de budget. Non, il y a toujours eu une ambiance assez serrée et il y a toujours eu une ambiance de s'il y a des économies à faire, en général, on regarde d'abord sur les postes qui paraissent les moins essentiels. Et parfois, la com n'est pas considérée comme un service essentiel. Exactement, les non essentiels du Covid. Eh bien, la com a toujours connu ça, donc ça ne l'a pas changé. Un autre point qui est important, c'est de voir les prestataires avec lesquels on bosse, les agences, les freelances, parce que ça, en effet, c'est fondamental quand on arrive. Ah c'est essentiel. Je vais trouver en arrivant des prestataires qui sont liés à ma direction parce qu'il y a un marché, il y a un contrat qui va durer plusieurs mois ou plusieurs années. Donc évidemment, la moindre des choses, c'est de voir ces gens. Et puis c'est aussi, et là on va quasiment aller sur le dernier pôle, la prise de contact avec l'environnement, c'est aussi faire le tour des compétences qui sont à ma disposition sur le territoire, histoire de vérifier que ça ne soit pas simplement la force de l'habitude qui fait que j'ai besoin d'un photographe, j'appelle machin parce que je sais qu'il fait de belles photos, qu'il est disponible. Oui, ok, mais peut-être qu'il en existe d'autres. Peut-être qu'il y a d'autres prestataires qui ne sont pas encore aujourd'hui repérés par la direction de la com et que ça vaut le coup au moins de les rencontrer, histoire de vérifier que je peux, sur tel ou tel sujet, changer de prestataire parce que là, je viens de repérer un plus pertinent. Alors c'est vrai pour des prestations très techniques, ça peut être vrai aussi pour des prestations plus intellectuelles de conseils en stratégie ou de choses comme ça. Donc oui, c'est essentiel de rencontrer les prestataires aujourd'hui, j'allais dire labellisés, mais aussi de rencontrer les autres. Est-ce que ce n'est pas finalement une prise de risque? Parce que je ne suis pas convaincu que les collectivités soient très aptes au changement. D'ailleurs, comme tout être humain, on a toujours une grosse envie de ne pas changer justement. Mais est-ce que le DIRCOM nouveau qui arrive peut être quelque part tenté de tout changer, de tout faire à sa botte, si je puis dire, ou est-ce qu'à l'inverse, il faut savoir être un petit peu mesuré?
Parce que souvent, je vois des DIRCOM nouveaux qui arrivent et puis qui disent tiens, je mets mon équipe, entre autres de prestataires, et puis le reste, on l'oublie. Ce que je trouve d'une stupidité effarante, personnellement. Oui, je pense qu'arriver avec dans sa valise un carnet d'adresses complet en disant voilà, maintenant voici vos nouveaux prestataires, je trouve ça totalement ridicule. En plus, ça me semble très suspect. Donc voilà, parce que au-delà de la confiance qu'on peut avoir dans un prestataire, c'est quand même un peu bizarre d'être comme ça obnubilé par une liste fermée de prestataires. Non, moi je crois qu'effectivement il y a à vérifier d'abord les compétences qu'il y a sur le territoire. C'est aussi une mission et propre à la communication publique de valoriser son territoire et donc de valoriser les savoir-faire et les talents qu'il y a sur son territoire. Il y a parfois des talents qui ont été oubliés, des agences qui n'ont jamais été contactées ou des agences qui n'ont pas souhaité le faire parce qu'elles pensaient justement que de toute façon c'est pas la peine qu'on appelle la mairie, ils ont leurs prestataires, on va se faire bouler. Non, je pense que c'est important en tous les cas d'envoyer un signe aux prestataires locaux pour leur dire tout est ouvert. Voilà. C'est déjà la fin de cette première partie avec Marc Thébault sur les 100 premiers jours pour réussir votre prise de poste de directeur ou de responsable de la communication. Dans une seconde partie, Marc va parler de la prise de contact avec les élus, avec l'administration ainsi qu'avec l'environnement. Donc oui, si la première partie s'adressait réellement à tous les DIRCOM, eh bien là, on s'adressera plutôt au public. Mais rassurez-vous, c'est tout aussi passionnant. À très très vite pour la seconde partie avec Marc.